C'est le dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine, mesdames et messieurs. Bonjour, merci pour votre fidélité. Nous sommes le vendredi 17 juin 2022. La vie chère continue de faire sa loi au Togo. L'association Veille économique a présenté mardi un document relatif à cette problématique. Dans le dit document, l'association formule des approches de solutions pour atténuer le phénomène. Nous abordons le sujet de vie chère ce matin avec Dr Thomas Dodji Netekoumo. Il est le président de l'association Veille économique. Monsieur Koumou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, ces auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 avec Boris Adakano à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Merci également à vous, docteur, pour la disponibilité. Quand on évoque aujourd'hui la crise de vie chère au Togo, vous l'aviez prédit entre-temps que si rien n'est fait, la famine peut survenir à tout moment. Où en est-on? Est-ce que les lignes ont bougé ou les choses sont restées les mêmes? Donc, disons que les choses se sont aggravées depuis que je vous ai accordé une interview. Je crois que c'était en février, oui. Pour mentionner un certain nombre de déterminants qui alimentent la crise inflationniste sur le plan local dans notre pays. Et les choses se sont accélérées, notamment avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je précise que ce n'est pas la guerre en Ukraine qui est la source de cette crise inflationniste. Cette crise inflationniste est née depuis le milieu de l'année 2020. Ce que j'ai présenté la dernière fois à la conférence de presse, et avec un certain nombre de poches de produits qui ont commencé par prendre de la valeur, lorsque la Covid-19 était à son summum en 2020, avec toutes les conséquences qu'elle a engendrées, avec un déséquilibre au niveau de la production, de l'offre de l'augmentation de la production, avec un rallongement des délais fournisseurs. Déjà à l'époque, il y avait un certain nombre de produits qui avaient commencé par prendre de la valeur. Donc depuis février, les choses se sont accélérées. Et il faut espérer que l'un des canaux par le biais duquel l'inflation est alimentée sur le plan local, notamment cette anticipation de la part de nos agriculteurs due au fait que l'année 2021 avait connu un certain nombre d'anomalies climatiques et qui les ont poussés à avoir un certain nombre de stocks de sécurité, donc à faire, disons, un certain nombre de préventions. Eh bien, il faut espérer qu'avec la pluie de cette année 2022, comme je l'avais dit, qu'autour de septembre-octobre, on puisse commencer par avoir une tendance baissière. Cependant, il est clair que si nous allons, avec le déclenchement de la guerre, si nous allons avoir une éclaircie, il faut d'abord qu'on mette fin à cette guerre, de manière à ce que le renchérissement des prix du baril du pétrole qui impacte effectivement le niveau général des prix puisse baisser ou stopper, et que l'année agricole soit normale, plus ou moins normale, de manière à ce qu'on n'ait pas de pénurie sur un certain nombre de produits denrées locaux. Alors, vous avez présenté mardi le document Vie chère au Togo, diagnostic et approche de solutions. Que comprendre? Il faut comprendre que d'abord l'inflation, elle est là. Le Togo connaît à peu près 155% de hausse du niveau général des prix, selon le FMI. Et le Togo suit quasiment la trajectoire de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est à 140% de hausse du niveau général des prix. Donc, dans la zone CEDEAO, dans la zone UEMOA et au Togo, on a une inflation généralisée qui s'est installée. Alors, ce que nous avons expliqué la dernière fois à nos compatriotes et aux médias, nous leur avons expliqué que le ressenti
des populations togolaises sera différent du ressenti des populations béninoises, des populations ivoiriennes, etc. Tout simplement parce que nous n'avons pas la même structure économique et que la gouvernance n'a pas été la même sur les 15 dernières années. Pendant qu'avec un exemple concret sur, par exemple, la production de maïs, où j'ai expliqué que pendant que le Togo ne fait que une performance de 74% de la production de maïs entre 2007 et 2018, eh bien, un pays qui n'est pas consommateur de maïs comme le Mali, qui est en guerre, qui est un pays désertique, eh bien, le Mali a fait 485% de performance sur la même période, avec une production de maïs qui est allée jusqu'à 3 millions de tonnes, lorsque le Togo se débrouille avec 880 000 tonnes. Le Togo passe de 500 000 tonnes en 2007 à 880 000 tonnes. Donc, le Burkina, c'est 218%. Alors, lorsque vous voyez ces chiffres sur ce segment d'activité qui est l'agriculture, vous vous rendez compte que les pays n'ont pas les mêmes structures économiques. Donc, le Togo va probablement traverser cette période de choc conjoncturel beaucoup plus douloureusement que d'autres pays. Nous avons démontré également que les Togolais n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat comparativement aux pays voisins. Le Togo est à 1 662 $ de revenus, ce que nous appelons le revenu par habitant par an, PPA, c'est-à-dire parité de pouvoir d'achat, ce qui représente à peu près 76 000 francs par mois de revenus par habitant. Et dans le même temps, vous avez le Bénin qui est à 156 000 francs CFA par mois de revenus par habitant. Vous avez le Ghana à côté qui est à 258 000 francs CFA. Et vous avez par exemple le Cap-Vert qui nous a battu la dernière fois 2-0, le Cap-Vert qui, dans la zone CEDEAO, a le revenu par habitant le plus élevé qui est à 342 000 francs CFA par mois par habitant. Sans citer la Côte d'Ivoire qui a plus de 5 000 $, le Nigeria a plus de 5 000 $, etc. Et donc, pour prouver que dans cette situation difficile, eh bien, les Togolais, en tout cas, n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir traverser cette période douloureuse. Alors, nous avons plusieurs programmes. Quand vous parlez de l'agriculture, par exemple, où le Mali nous a dépassé, nous avons beaucoup de programmes. Est-ce que c'est parce que ces programmes ne sont pas bien gérés, parce qu'il y avait le PENIASA, le PENIASAN, il y a beaucoup de programmes par rapport à l'agriculture? Oui, bien sûr, c'est parce que ça n'a pas été bien géré. Il y a eu une très mauvaise gouvernance dans le secteur agricole où 539 milliards ont été injectés en termes d'allocation budgétaire depuis 2009. Entre 2009 et 2022, c'est 539 milliards. Mais malheureusement, lorsque vous voyez les performances, vous vous rendez compte que dans la zone UEMOA, par exemple, le Togo n'a fait qu'une performance de 57% de production agricole. Alors que dans le même temps, vous avez la Côte d'Ivoire qui est à 107%, le Bénin à 87% de performance agricole, vous avez le Mali qui est à 164% de performance agricole, le Niger 138%, et nous n'avons fait que 57% entre 2009 entre 2007 et 2018. Donc, les ressources qui ont été allouées dans ce cas-là n'ont pas permis d'aboutir à des résultats probants. Ça, c'est clair. Ce n'est pas uniquement la filière du maïs, mais j'aurais pu choisir la filière de tubercules, manioc, igname, etc. Toutes ces filières, eh bien, le Togo est, je dirais, bon dernier dans les 6 majeurs, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal. Nous avons réalisé la plus faible performance en termes de l'agriculture, par exemple. Bon, nous avons également mentionné la posture budgétaire actuelle où un certain nombre de nos compatriotes n'arrivent pas à comprendre les hésitations des gouvernants face à cette crise inflationniste, les mesures qui ont été prises qui semblent être inadaptées à la situation, en tout cas qui ne répondent pas véritablement à la situation pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Et
pour expliquer cela, nous avons présenté la posture budgétaire actuelle du pays en expliquant que l'une des causes lointaines qui fait que nous avons des difficultés budgétaires aujourd'hui, c'est entre autres l'endettement. Nous avons un endettement qui a considérablement progressé entre 2010 et 2022. Nous sommes à 2700 milliards de dettes publiques. Nous sommes le 4e pays le plus endetté de la CEDEAO, derrière le Ghana, la Guinée-Bissau et puis le Sénégal. Et en 2022, par exemple, dans le budget 2022, ce qui a été alloué en termes budgétaires pour payer les intérêts de la dette du pays, c'est 124 milliards. Et les remboursements sont à une hauteur de 439 milliards. Lorsque vous ajoutez ces deux chiffres, vous vous rendez compte, nous sommes, ce que nous appelons le service de la dette, nous sommes à plus de 550 milliards. Et en soustrayant ces 550 milliards des ressources propres du pays, c'est-à-dire recettes fiscales, recettes non fiscales, nous sommes à un reliquat de 299 milliards. Alors qu'il faut payer les salaires des fonctionnaires qui représentent sur le budget 2022 annuellement, qui représentent 253 milliards. Et il faut faire fonctionner l'État, mettre du carburant dans les véhicules de patrouille de la police, de la gendarmerie, des militaires, etc. Il faut faire fonctionner l'État et ça va nous coûter en 2022 142 milliards. Donc les 299 milliards de reliquats, déjà, on n'arrive pas à faire face aux besoins de dépenses de 253 milliards de la masse salariale. Il ne nous reste que 47 milliards et donc 142 milliards de fonctionnement. Donc, il y a les dépenses d'investissement que je n'ai pas pris en compte. Ce qui fait qu'il y a une tension de trésorerie au niveau de l'État qui fait qu'avec le rythme de l'activité économique qui a considérablement baissé, donc la rentrée des ressources sont très volatiles, très variables, eh bien, il est clair que le gouvernement hésite donc à prendre un certain nombre de mesures, notamment, par exemple, les gens évoquent l'augmentation de SMIC. Je ne sais pas si ça va se faire. J'allais même vous poser la question s'il est possible dans ces conditions d'augmenter le SMIC. Mais bon, allez-y. Bon, c'est vrai que lorsque j'ai analysé le budget, on peut procéder à un certain nombre d'arbitrages budgétaires pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, augmenter le SMIC de 15% revient par exemple à aller chercher 37 milliards. Disons que c'est un nombre de priorités des gouvernants, je les ai découvertes dans le budget, avec par exemple le ministère de l'économie et des finances, on a un poste prévu pour les imprévus qui est autour de 8 milliards. Vous avez 12 milliards qui a été prévu pour l'acquisition des actions, donc ce que nous appelons les prises de participation dans les sociétés ou dans les fonds à l'extérieur. Vous avez 8 milliards qui a été prévu pour les élections. Donc ça vous fait déjà à peu près 28 milliards. Pour le gouvernement, peut-être c'est une priorité, mais dans une situation exceptionnelle que nous connaissons, que nous traversons, on peut par exemple réorienter ces ressources pour procéder à une augmentation de SMIC, c'est possible, ou à une subvention du pays pétrolier, puisque dans le budget du ministère du Commerce, ce qui a été prévu pour la subvention des produits pétroliers, c'est environ un peu moins de 8 milliards, c'est 7 milliards 87 millions. Et aujourd'hui, je l'ai démontré la dernière fois, nous sommes face à une hausse, un rachissement des prix du baril, avec le niveau du dollar qui est certainement, probablement dans une pente descendante, mais qui est toujours à un niveau très fort, puisque le dollar est à 700 francs CFA. Nous subissons donc globalement, en janvier jusqu'en avril, nous avons subi en moyenne un coût additionnel d'approvisionnement de produits pétroliers qui tourne autour de 13-15 milliards. Et si éventuellement, ce que nous ne souhaitons pas avec la guerre qui ne finit pas, si éventuellement le prix du baril atteint, comme certains experts dans ce domaine le prédisent, 150 $ le baril d'ici décembre, nous allons avoir un coût additionnel de 45 milliards qu'il faudrait gérer et éventuellement une nouvelle hausse à la pompe qui pourrait intervenir. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ce sont les anticipations que nous avons. Voilà à peu près tout ce que j'ai présenté la dernière fois.
Et j'ai mis une information à la disposition de nos compatriotes qui concerne les exportations de produits pétroliers du Togo, puisque nous avons découvert dans le rapport de la Banque centrale sur le commerce extérieur de l'Union économique et monétaire ouest-africaine que le Togo exporte du pétrole. C'est différent d'exploiter du pétrole. La différence est claire. Le Togo exporte du pétrole et les exportations du pétrole entre 2007 et 2020 se sont élevées à 678 milliards. Donc, lors de la conférence de presse, nous avons interpellé les gouvernants pour qu'ils nous expliquent qui exporte ce pétrole. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est une entreprise privée? Quel groupe exporte ce pétrole jusqu'à cette hauteur-là, le montant de 678 milliards, et qui nous explique vraiment et si ça s'apparente à du blanchiment d'argent ou de l'évasion fiscale. Il faut absolument qu'ils nous expliquent cette exploitation de pétrole qui se fait dans le pays. Alors, il est sur la page Facebook de Nana FM à côté Concret qui écrit « Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas promouvoir l'autosuffisance alimentaire en investissant plus dans le domaine agricole de manière à mettre à la portée des paysans des intrants agricoles gratuitement, étant donné que les produits ce sont des produits qui permettent de faire des intrants sont sous nos sous-sols ?» Je lui répondrai que nous avons constaté avec les chiffres à l'appui que les gouvernants ont fait un choix. Parce que ce n'est pas de la coïncidence lorsqu'on se rend compte que le budget des travaux publics est de façon générale plus élevé que le budget de l'agriculture. Nous avons 117 milliards en 2022 pour les travaux publics, 44 milliards pour l'agriculture. On nous parle de PIB qui est évalué à 63 milliards, mais c'est sur la base de l'assistance extérieure. Alors, lorsque nous avons étudié notre budget sur les 14 dernières années, entre 2009 et 2022, ce que nous avons constaté, c'est que l'ensemble des ressources que les gouvernants ont mis dans les infrastructures et travaux publics représente plus de 2000 milliards de francs CFA, pendant que les ressources allouées à l'agriculture ne représentent que 539 milliards. Donc, j'ai constaté que c'est un choix délibéré que les gouvernants ont fait. Et je donnais un exemple la dernière fois lors d'une présentation à l'OCDI avec l'Église catholique, où je disais que si on vous laisse le choix entre refaire le boulevard circulaire qui a été refait au début de, je crois, 2006-2007, avec 15 milliards, ou on vous dit d'élargir la surface agricole de notre cacao, de l'élargir de 25 000 hectares avec les 15 milliards et planter des cacaoyers qui vont vous produire du cacao 4 ans plus tard, et sur lequel vous allez indexer par exemple 1% ou 2% de taxes à l'exploitation qui vous permettra de rénover le boulevard circulaire. Celui qui aura fait le choix, comme nous l'avons fait, en utilisant ces milliards pour rénover le boulevard circulaire, au lieu de planter des cacao, eh bien celui-là, aujourd'hui, face à un choc structurel ou conjoncturel que nous traversons, eh bien, va souffrir. Puisque, au-delà de tout, la route ne produit pas de la tomate ou du cacao. Il faut... Donc, on a constaté, en tout cas, moi j'ai constaté après les études que j'ai menées depuis 14 ans, sur les 14 dernières années, que les gouvernants ont fait un choix. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence.
ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Kouniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Monsieur Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je voudrais lui poser une seule question. Oui, Je ne serai pas long. Hum. Je voudrais lui demander s'il peut m'expliquer. Chaque année, le gouvernement togolais nous dit qu'il y a accident au niveau de la production agricole. Mais en même temps, on parle de pénurie de ces mêmes produits agricoles. Là, c'est une gymnastique que je ne comprends pas. S'il lui peut me l'expliquer. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y. Ok, je salue notre invité. Bonjour. Ok, donc, moi, ma préoccupation, c'est que, en fait, l'agriculture, c'est ça qui peut sauver l'Afrique. Et le Togo, c'est un pays agricole. Depuis les années, on a connu une question de data, de Canabé, de d'Alopolo, tout ça là. Et je pense que tout ça là, on ne sait pas là où ils sont maintenant. Mais on voit l'influence des taximotifs. Et je ne sais pas si ça peut remplacer l'agriculture au niveau de l'économie. Est-ce que ça peut remplacer l'agriculture? Parce que ce sont les autorités même qui envoient des motos qui encouragent les jeunes à aller sur le taximotif plus que d'aller à l'agriculture. Parce qu'il y a des jeunes de là que tout le monde connaît. Quand vous arrivez, quand vous rentrez au village, les personnes là, mais il n'y a personne qui se trouve. Bon, deuxième préoccupation, c'est un peu comptable aujourd'hui parce que le chef de sentiment nous a dit que M. Fognacini en 2015, il a hérité le Togo dans un état de la vraie. Bon, est-ce qu'avant Fognacini, le Togo était dans un état de la vraie? Et le Togo, à l'époque, la différence qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'avec ce signe-là, le Togo a cette capacité-là de gagner ce signe-là avec l'économie du Togo? C'est ce signe-là qui vaut pour le Togo par rapport au Bénin. Merci et bonne journée à vous, Monsieur Pélé. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Paul. Paul, vous nous appelez de? D'Après. Allez-y, Monsieur Paul. Il y a longtemps que j'écoute notre invité. C'est un citoyen patriote. Il est intelligent. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas choisir des gens comme ça, comme Premier ministre. Moi, je suis vraiment ébahi avec ces révélations. Mais est-ce qu'il ne veut pas se postuler candidat libre aux élections pour qu'on les choisisse? C'est la solution de tous les maux que nous vivons. Merci. Merci à vous également, Monsieur Paul. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô. Michel, bonjour. Oui, bonjour, M. Norbert. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui, ça peut aller. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour. Je crois que ce que notre invité est en train de faire ou de dire, c'est tellement naturel que tu ne peux pas comprendre pourquoi nos gouvernants ne prennent pas cette posture. Et par exemple, vous avez vu dans l'agriculture, des Niaga, Passar, tout ça là, sont passés et que le programme ne fonctionne pas. Et il a bien dit qu'ils ont choisi délibérément d'adopter des choix, des positions agricoles. Mais je l'ai toujours dit,
nos gouvernants sont encore des opérateurs économiques. Et ce qui fait qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, ce qui ne va pas les arranger, ils ne choisiront pas, ils ne vont pas aller vers ça. Et vous voyez, le problème du Togo, c'est la gestion, c'est la transparence et l'impunité à outrance. Parce que si un ministre veut travailler bien même, mais vous allez voir au prochain remaniement, il ne sera plus là. Et des fois même, on fait tout pour le mettre les bâtons dans les roues pour qu'il ne puisse pas agir. Parce que ça se passe comme si le chef de l'État même est complice de la situation, puisqu'il n'arrive pas à agir. Normalement, quand il y a des choses qui se passent comme ça, mais il faut saisir, il faut mettre des ministres à la touche, il faut, même si c'est, comment on appelle, faire un état de lieu et que les gens doivent être envoyés en prison, qu'il aille en prison pour servir des gens pour eux. Merci beaucoup, Michel. Moi, je pense que le Togo, on a besoin vraiment d'être dirigeant patriote. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Bonjour, Nobel. Monsieur Gado, bonjour. 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 Vous savez, monsieur, ne vous fatiguez pas. Faites des propositions, allez aussi à la prison. Même s'ils ne vous critiquent pas, continuez à le faire. Parce que les gens qui sont autour du chef d'État ne veulent pas. Continuez. Ne vous fatiguez pas. Parce qu'on a besoin de gens comme ça pour sauver le pays. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Ok. Alors, on va continuer, commencer avec à répondre à ces questions avant que d'autres auditeurs n'appellent. Moi, c'est Dadido Gomé qui demande comment vous expliquer que chaque année, le ministre en charge de l'agriculture, nous avons un auditeur. Ok. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Papa, bonjour, ça ne va pas. Bonjour, le président. Bonjour, Papa Zuiti. Est-ce que, et vous, les politiciens, le président de la République, le gouvernement, est-ce que vous écoutez vraiment le peuple pour lequel vous luttez? On sait que le président, il en fait, mais nous lui demandons de faire encore plus, on le remet. Et vous, est-ce que vous nous écoutez? Écoutez pas. Tout le monde parle de la vie chère. Qu'est-ce que vous faites pour diminuer cette vie chère? Tout le monde parle des fonctionnaires, les pensionnaires, les retraités, les commerçants. Ils disent que si les impôts montent, ils sont obligés de augmenter. Qu'est-ce que vous faites? Les élections, d'accord. Les élections ne profitent que, selon moi, excusez-moi si je ne comprends pas, ça ne profite qu'aux politiciens. Alors que vous devez lutter pour l'amélioration des conditions vitales de votre peuple. Tout le monde parle peuple, population. Mais nous ne voyons pas le changement. Le président qui est au pouvoir, nous voyons un peu. Il a fait, il a donné un prêt, mais il a supprimé ça. Faites-nous un peu l'augmentation. Dans certains pays, quand le sucre monte, vous voyez 1%, 2%, parce que le sucre a augmenté sur vos bulletins. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Alors, moi, c'est Dadido Gomé qui demande comment vous expliquer que chaque année, le gouvernement, surtout le ministre en charge de l'agriculture, parle d'excédent et au même moment, sur le marché, il n'y a pas ces denrées. Avant de répondre, je voudrais expliquer rapidement un concept, ce que j'appelle l'effet boule de neige qui est apparu dans cette crise inflationniste, où on se rend compte qu'une vendeuse d'Adémé, on ne s'explique pas pourquoi elle augmente le prix de l'Adémé. En réalité, c'est parce que c'est juste ce que nous appelons un instinct de survie, parce qu'elle voit au jour le jour que sa marge bénéficiaire n'arrive plus à lui permettre de se nourrir ou de nourrir sa famille. Donc à partir de ce moment-là, pour conserver son niveau de pouvoir d'achat, cette marge bénéficiaire, elle est obligée, elle aussi, d'augmenter le prix de la DME. De la même manière, on peut expliquer une augmentation, par exemple, du prix du rosaire vendu par les catholiques, etc. Tout juste parce que tout le monde voit dans cette situation que sa marge bénéficiaire est en train de s'éroder. Alors, pour répondre à Max, je dirais que il faut qu'il comprenne que pour calculer un excédent, il faut faire la différence entre la production disponible et le besoin.
Donc si vous n'évaluez pas très bien le besoin, vous aurez l'impression que vous avez un excédent. J'ai même écrit un document là-dessus, je vais le publier, ce n'est pas encore le moment, mais je vais le publier, j'ai fini d'écrire un document sur cette histoire d'excédent agricole. Le problème, c'est qu'on a l'impression que nos gouvernants, en tout cas ceux qui publient ces statistiques, eh bien, n'évaluent pas très bien le niveau de besoin. Donc, si vous amenuisez le niveau du besoin par rapport à la production disponible, vous aurez un excédent. Mais si vous évaluez correctement le besoin de consommation du riz, du maïs, du mil de sorgho dans le pays, les besoins réels, par rapport à la production, vous vous rendrez compte qu'en réalité, il n'y a pas d'excédent. Donc, c'est juste une question de capacité d'évaluation à la fois de la production disponible et des besoins de consommation. Alors, Pelé qui dit qu'au lieu d'envoyer les jeunes dans les champs, les jeunes qui ont encore la capacité dans les champs, on crée plutôt des sociétés de taxi-moto ou Zenidion. Oui, on constate que c'est un choix des gouvernants qui ont décidé, au lieu de motiver la jeunesse, au lieu de permettre à la jeunesse d'avoir envie d'aller vers la terre, eh bien, ils préfèrent promouvoir tout ce qui est mototaxi. Donc, c'est un choix. Je trouve que c'est un choix parce que si c'est fait peut-être une année ou deux ans, on pourrait parler de coïncidence, mais sur une durée de 10 ans, on peut considérer que c'est un choix délibéré. Alors, Paul de Jack Blake qui demande pourquoi vous ne vous présentez pas en tant que... Je ne vais pas répondre à cette question. Alors, Michel qui dit que nos gouvernants, parce que l'agriculture ne se développe pas, parce qu'on ne développe pas autant l'agriculture, parce que nos gouvernants sont ce qu'il appelle des opérateurs économiques. Ce qui est clair, c'est ce que j'ai dit après une étude sur les 14 dernières années. J'ai constaté que, eh bien, on a plus de priorité pour un certain nombre de segments, ou certainement pour des possibilités d'enrichissement d'un certain nombre de turiféraires qui gravitent autour de la gouvernance. Eh bien, on investit des centaines de milliards dans les travaux publics. Alors même que le Togo est un pays pauvre, considéré comme pays à faible revenu. Et j'ai même dit dans les approches de solutions de long terme qu'il faut qu'on arrête de gouverner le Togo comme on gouverne un pays riche. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le comportement de nos gouvernants, leur choix de politique publique, vous vous rendez compte qu'en réalité, ils agissent comme s'ils gouvernaient un pays qui est riche. Lorsque vous décidez, par exemple, de vous débarrasser de tout ce qui est banque publique, et de les privatiser, eh bien, vous considérez que le Togo est déjà un pays riche. Vous n'avez plus de possibilité d'engager un certain nombre de réformes, notamment, par exemple, dans l'agriculture, pour subventionner les agriculteurs, financer les projets agricoles. À bas coût, vous ne pouvez plus le faire puisque l'ensemble de vos banques, vous les avez privatisées. Et les banques privées qui sont dans le pays, lorsqu'ils vous disent que nous allons donner des prêts à 12%, eh bien, ils vont donner des prêts à 12%. Ils ne peuvent pas se permettre de baisser le coût. Ce coût de facteur de production n'est plus maîtrisable par les gouvernants lorsque vous vendez toutes vos banques. Alors, il y a M. Gado qui demande pourquoi vous ne faites pas vos propositions directement à la présidence, parce que selon lui, ceux qui travaillent avec le président n'ont pas la bonne foi. Donc, lui propose que vous alliez vous-même à la présidence pour voir le président en personne. Je crois que nos compatriotes ne doivent pas faire ce genre de propositions. Moi, je suis un président d'une association. À moins que je suis directement invité par une autorité, moi-même, je ne peux pas me permettre d'aller à la présidence. Et je rappelle, et je l'ai toujours dit à nos compatriotes, que son Excellence le Président de la République est au courant de tout. Absolument tout ce qui se passe dans le pays. Dans la journée, avant qu'il n'aille se coucher, on lui fait un compte-rendu fidèle, en lui faisant comprendre que tel événement s'est produit, telle intervention a été faite sur telle radio, etc. Il est au courant de tout. Dire qu'il y a des choses dont il n'a pas connaissance, ce n'est pas vrai, c'est faux.
Alors, les pistes de solutions formulées dans le document sont de deux ordres, à court terme, puis à moyen terme et à long terme. Alors, vous voulez bien revenir sur ces pistes de solutions que vous avez proposées? Ouais, de façon globale, nous proposons par exemple une augmentation du budget de l'agriculture, même si nous savons que tout ce qui a été alloué comme ressources n'a pas produit grand-chose, mais ajouter à cette augmentation de 75%, il faut que le budget passe au moins à 77 milliards l'année prochaine. Il faut qu'il y ait une restructuration de l'agriculture. Je l'ai toujours dit, ça fait 7 ans que je le dis. Il y a un auditeur qui me dit qu'il ne faut pas que je me fatigue, mais et ça fait 7 ans que je fais cette proposition. Il faut restructurer notre agriculture, notamment au niveau des facteurs de production, le capital, le travail, au niveau de la distribution des produits, et puis surtout au niveau de la redistribution des revenus en provenance de cette production pour que les agriculteurs soient beaucoup plus motivés pour pouvoir évoluer. Nous proposons la baisse d'un certain nombre de taxes qui ont été introduites au milieu de la Covid, puisque les gouvernements avaient besoin de ressources pour faire face à la crise sanitaire. Donc, ils ont introduit un certain nombre de taxes, surtout à l'importation et également à l'exportation. Et ils disent qu'ils ont baissé la TVA. Je pense qu'il faut faire encore plus d'efforts pour baisser ces taxes, pour permettre à nos opérateurs économiques de pouvoir également, à leur tour, baisser les prix d'un certain nombre de biens importés. Et il faut... Bon, nous avons proposé, lorsque nous étions le CDI, l'annulation des tickets, et ça a été fait. Mais nous proposons un rallongement du délai jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, qu'on ne puisse plus prélever des tickets dans les marchés. Nous avons proposé une réduction de la taxe d'accompagnement qui est perçue aujourd'hui par les communes, mais ça n'a pas été fait. Je pense que raisonnablement, il faut le faire parce que notre économie repose essentiellement sur l'informel et nos frères et nos sœurs qui vendent au bord des routes, qui sont dans les cafetières, etc. Il faut quand même leur permettre de souffler un peu parce que eux aussi voient leur marge bénéficiaire en train de se réduire. Nous proposons qu'on retourne à l'antériorité en termes de péage pour permettre également au coût du transport de baisser. Donc ça, c'est les recommandations de court terme et surtout la baisse des salaires de nos gouvernants. Nous proposons une baisse des salaires de son excellent président de la République, même si nous ne connaissons pas son niveau de salaire, son excellente Madame la Première ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les ministres, les députés, les maires, les responsables des institutions publiques, et nous proposons 50% de réduction de leur salaire, au moins de façon symbolique, pour qu'ils puissent montrer aux populations qu'eux aussi sont en train de consentir des sacrifices. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous demandez aux populations de faire des sacrifices, je pense qu'ils seront beaucoup plus à l'écoute. Sur le moyen et long terme, il est clair qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont en train d'être prises, notamment, par exemple, nous continuons pas à alimenter notre dette, ce qui sera préjudiciable pour le futur. Donc, nous proposons pour le moyen et long terme, par exemple, qu'on continue la lutte implacable contre la corruption, qu'il y ait une inversion des priorités. Donc, nous sommes dans une situation difficile, dans une période compliquée, et nous ne pouvons plus continuer, par exemple, par construire des routes, alors que ces routes ne produisent pas de produits agricoles. Il faut revoir les priorités, les inverser, arrêter de diriger le Togo comme si le Togo était un pays riche. Il faut changer de business model, par exemple, au port, où on a segmenté notre port, on a concédé ces services aux étrangers qui, eux, eh bien, rapatrient toutes les ressources qu'ils gagnent, ils les rapatrient chez eux, donc ces ressources n'intéressent plus au trésor. Nous proposons qu'il y ait un changement de business model dans le secteur minier et puis dans le secteur bancaire où il ne faut pas se débarrasser de toutes les banques parce que nous aurons à faire face à d'autres difficultés comme nous l'avons eu pour le blé, où la société des Grands Moulins n'appartient plus au pays. Donc, si le ministre veut
négocier la baisse de prix, il est obligé de discuter, alors que si cette société était à 100% togolais, je pense que ça aurait été fait rapidement. Donc, voilà à peu près toutes nos propositions. Et nous espérons que les gouvernants vont nous écouter et prendre des mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes et nous permettre de traverser cette période difficile le moins douloureusement possible. Alors, il y a un auditeur qui demande, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, que le fait d'annuler pour le moment les frais de ticket, est-ce que ça peut changer quelque chose En tout cas, ça encourage. Ça encourage. Et je l'ai dit, tout le monde est en train de voir se réduire considérablement sa marge bénéficiaire, y compris nos mamans qui vendent dans les marchés. Donc, on a l'impression que c'est très faible, mais bon, vous savez. Et surtout, j'oubliais, nous avons proposé l'annulation des élections régionales. L'annulation pure et simple des élections régionales. C'est inutile. Ça va engendrer d'autres dépenses. Annuler les élections régionales, c'est faire une économie potentielle de 12 milliards et une économie permanente de 4 à 5 milliards de charges ultérieures. Donc, pour nous, aujourd'hui, avoir un Sénat pour le Togo, c'est vraiment du luxe, c'est inutile. Ça ne produira rien du tout en termes de valeur ajoutée. Ces messieurs et ces dames, sénateurs ou sénatrices, iront juste dormir, ne produiront rien du tout et percevoir des salaires. Et puis un certain nombre de charges de déplacement, de carburant, etc. Donc il faut absolument que les gouvernants reviennent sur ça et annulent, pour l'instant en tout cas, peut-être dans un horizon temporel de 3 à 5 ans, annulent les élections régionales. Bon. Donc pour revenir sur la question de l'auditeur, je pense qu'il faut faire des efforts pour encourager nos mamans dans le marché, et bon, même si cette annulation, beaucoup le voient comme étant faible. Alors, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que les gouvernants fassent en sorte que les Togolais puissent avoir plus de pouvoir d'achat. Je sais qu'il y a un certain nombre d'arbitrages budgétaires qu'on peut opérer dans le budget pour permettre quand même cette amélioration du niveau de pouvoir d'achat. C'est de permettre au pays de se relancer sur le plan économique et d'anticiper par exemple les achats au niveau du pétrole. Nous avons constaté malheureusement qu'il y a très peu d'anticipation des gouvernants dans l'approvisionnement en produits pétroliers, ce qui pénalise l'économie togolaise. Et nous espérons que les propositions que nous avons formulées, eh bien, ces propositions rentreront dans de bonnes... Enfin, ils seront à l'écoute et prendront les mesures nécessaires pour que les Togolais puissent mieux vivre. Je dis merci à vous aussi, Dr Thomas Dodi Netekoum, président de l'association Veille économique. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité d'écoute au débat de Nana FM. Merci également à Boris Adakanou pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Et du courage à nous tous.